Dans ce journal, un document témoin du nettoyage ethnique en Bosnie. À Majorque, après 2 jours de discussion et de mise au point, les 15 de l'Union européenne se quittent plutôt en bons termes. Enfin, notre zoom sur l'unique maison de Zola en France, menacée pour des raisons budgétaires. À Médan, dans les Yvelines, on cherche un mécène d'ici le 1er janvier 1996. Bonsoir, mais nous allons ouvrir ce journal par un document terrible. Depuis quelque temps, on parle, on montre au reste du monde des charniers, insoutenables illustrations du nettoyage ethnique en Bosnie. Nous avons toujours refusé de vous montrer ces images, étant incapables de vous garantir leur authenticité. Cette fois, c'est différent. Reuters, une agence internationale, nous a fait parvenir ce document filmé par ses propres reporters. Marie-Pierre Courtelmont. Discrètement, mais devant le monde entier, l'appel n'ose pas commettre ce qui leur semble être un sacrilège. Autour, les autres soldats bosniaques, l'effroi dans le regard. Il y aurait là, sous cette boue, 540 cadavres. Traces de vie anéanties, le nettoyage ethnique. Ces images ont été filmées par une agence de presse internationale, Reuters. Selon les Bosniaques, ce charnier date de 1992. Ils l'ont découvert à l'ouest du pays, leur terre qu'ils viennent de reprendre aux Serbes. Cette partie de Bosnie a connu la forme la plus dure du nettoyage ethnique commis par les Serbes. 3 villes de cette région sont à majorité musulmanes. Ce sont tous des paysans de chez nous, des musulmans. Une équipe de médecins légistes va maintenant analyser ces restes. Les terroristes serbes ont assassiné les Bosniaques des environs de Cluj. Ils les ont brûlés dans un charnier. C'est un génocide. Autre vestige, ces bouteilles d'acide pour dissoudre les corps et ces gants en latex utilisés par les criminels. Et puis ce crâne qui lentement roule vers le charnier. Et puis, il y a ce soldat qui quitte le front après 3 ans de guerre. Le retour dans son village, défiguré, méconnaissable, à la recherche d'une famille fantôme. C'est une autre facette de l'horreur. Memona Interman. C'est un terrible retour. Senad Medanovic, soldat bosniaque, revient à Porkovo, son village reconquis aujourd'hui. Porkovo a été occupé par les Serbes pendant 3 ans. La guerre, ce soldat la connaît pourtant. Il a vu l'horreur chaque jour. Mais ici, c'est chez lui. Et la douleur de la guerre devient insoutenable. Le vêtement a été coupé au couteau. De ma famille, il ne reste plus personne. Mes 3 frères ont été tués. Ma nièce de 18 ans a été violée et égorgée. Ma belle-sœur a été tuée ici et ma sœur a été brûlée vive. Aujourd'hui, l'herbe a poussé dans le jardin. Senad Medanovic ne veut pas repartir sans retrouver les corps de ceux qu'il a aimés. Ils sont enfouis là, quelque part. Il montre la maison de Nikola Popovic, l'organisateur des massacres. Je ne suis pas aussi immonde que lui. Je pourrais le tuer, mais pas son enfant, sa sœur, sa mère. Aura-t-il la force de résister à la vengeance? Car la guerre continue. En pleine tempête monétaire et après la reprise des essais nucléaires français, on a beaucoup parlé d'un sommet des 15 difficile à Majorque sur fond de division. Ce sommet informel, ne devant déboucher sur aucune décision concrète, fut donc plus calme qu'annoncé. Les 15 ont pu s'expliquer
Et franchement, François Poulet-Matisse. Sommet de Majorque résumé en quelques séquences, ou comment dissiper les malaises, les incompréhensions, d'abord en se parlant face à face, en toute franchise. Jacques Chirac explique au Premier ministre belge qu'il ne veut pas réinstaurer un mur aux frontières, mais seulement lutter plus efficacement contre la criminalité. L'avantage de ces réunions, c'est qu'on peut parler beaucoup plus librement et pour constater qu'on a un but politique commun à laquelle on travaille ensemble, sachant que chacun de nos pays a besoin de l'autre. Même chose pour la monnaie unique. Si tel ou tel ministre pense que certains pays sont exclus d'avance, ce ne sont que propos irresponsables. Et Helmut Kohl de rassurer dans la foulée ses partenaires, l'Italie notamment, sur la vocation de tous à rejoindre à leur rythme la monnaie unique. S'agissant de la position allemande, je ne connais que la position exprimée par le chancelier, qui était d'une clarté biblique. Comme je n'ai pas entendu le ministre allemand des Finances, que je n'ai aucune raison de mettre en cause la volonté du chancelier. Je considère que c'est là, comme disent les diplomates, un non-problème. Il reste dans 2 mois au sommet de Madrid à apporter des réponses concrètes sur les modalités de la monnaie unique, la sécurité, la politique extérieure et l'emploi. La tâche sera alors certainement beaucoup plus difficile. Les 15 ont pratiqué à Majorque une méthode qui a déjà fait ses preuves, celle qui consiste, pour éviter des problèmes, à déclarer tout simplement qu'il n'y en a pas. À Zurich, en Suisse, la police a dû faire usage de bombes lacrymogènes, de canons à eau et a tiré des balles en caoutchouc au cours de qui l'a opposé à 300 anarchistes. Ces derniers voulaient s'opposer à une manifestation de l'extrême droite contre l'Union européenne. Ces affrontements se sont poursuivis dans plusieurs rues de Zurich. 17 personnes ont été arrêtées. Sachez encore que les négociations israélo-palestiniennes pour un accord d'autonomie en Cisjordanie ont repris ce soir sur le littoral égyptien de la mer Rouge. Elles avaient été interrompues hier. Les autres points forts de l'actualité, et pour commencer, une course-poursuite en fin d'après-midi dans les rues de Paris. Olivier Sioux. Au départ, un banal vol à l'arraché. Il est 18h, 3 hommes dérobent à un automobiliste la somme d'argent qu'il vient de retirer à un guichet automatique. Puis ils prennent la fuite avec son propre véhicule, une Lancia. 2 motards qui ont assisté à la scène se lancent alors à leur poursuite, mais ils sont heurtés par la voiture des agresseurs et légèrement blessés. D'autres policiers prennent le relais et ouvrent le feu sur les fuyards qui se retrouvent pris dans les embouteillages. Comme ce sont des petites rues, ils ont dû se retrouver coincés, refaire le tour certainement pour retomber en bas du Père-Lachaise et remonter en fait après ici l'avenue Gambetta. Hein. Et puis bon, là, ils se sont fait coincer, c'est vrai qu'ici c'est toujours embouteillé, donc ils ne sont pas pu aller plus loin au bout d'un moment. Et puis bon, en percutant 2-3 voitures, ils ont réussi quand même à se dégager. Hein. La Lancia volée s'est finalement immobilisée et ses occupants ont pu s'enfuir à pied. L'un d'eux a été interpellé quelques minutes plus tard. Patrick Tissier, le meurtrier présumé de la petite Karine, tuée et violée en septembre 1993, vient d'avouer un autre meurtre, celui d'une femme de 46 ans. Concheta Lema était sa voisine de palier. Elle avait mystérieusement disparu en mai 1994. Patrick Tissier a reconnu l'avoir violée, étranglée puis dépecée. Malgré les recherches entreprises, le corps de la victime n'a pas encore été retrouvé. Paul-Louis Allais ajoute son nom à ceux d'une quinzaine de chefs d'entreprise impliqués dans l'affaire d'Estrade. Le PDG du groupe Promodes a été mis en examen pour abus de biens sociaux et trafic d'influence et placé en détention. Il est soupçonné d'avoir versé à l'ancien député socialiste Jean-Pierre d'Estrade de l'argent afin d'obtenir son appui pour l'autorisation d'ouverture de grandes surfaces. Le groupe Promodes comprend notamment les hypermarchés Continent et les supermarchés Champion. La rénovation en marche au PS. Son Conseil national a approuvé aujourd'hui les 18 questions qui seront soumises le 10 octobre au vote des militants. Question numéro 1 et qui conditionne toutes les autres. Souhaitez-vous que Lionel Jospin devienne premier secrétaire du Parti socialiste? Les dirigeants du PS sont unanimes à y répondre par l'affirmative. La parole est maintenant aux militants. La France sauve sa place en Coupe Davis. Les Français ont obtenu le 3e point décisif cet après-midi face aux Marocains. Arnaud Beutsch et Guy Forget se sont imposés en double en battant Younes El Ainaoui et Hicham Aradzi 6-3, 6-2, 6-2. Les 2 derniers matchs seront joués demain pour l'honneur. Un Écossais brouille les cartes au Grand Prix du Portugal de Formule 1. David Coulthard s'élancera en pole position, suivi de son coéquipier de l'équipe Williams-Renault, Damon Hill. Suivent Michael Schumacher sur Benetton et Gerhard Berger sur Ferrari. La suprématie des Williams-Renault ne devrait pas être remise en cause. Notre Zoom ce soir, quand le patrimoine est en danger, les amis de la maison d'Émile Zola ont 3 mois pour
pour sauver ce lieu où l'écrivain a vécu durant 24 ans. À Médan, dans les Yvelines, on s'inquiète depuis l'annonce de cette nouvelle. Le compte à rebours a commencé avec ce seul espoir en tête, trouver un nouveau mécène. Marie-Claire Thiers, Benoît Véran. Émile Zola avait pu acheter cette maison en bord de Seine en 1878 grâce à l'immense succès de son roman L'Assommoir. Il écrit à Flaubert « J'ai acheté une cabane à lapins dans un trou charmant ». Il fait alors construire 2 tours de chaque côté, un pavillon d'amis et aménage un parc. L'écrivain réside 8 mois de l'année à Médan. C'est ici qu'il écrit Nana, Germinal, La Terre, La Bête humaine. À la mort de Zola, sa femme Alexandrine fait don de la maison à l'assistance publique, qui la transforme en lieu de convalescence pour les enfants. C'est en 1985 que le musée est inauguré, mais l'assistance publique estime qu'elle n'a pas vocation culturelle et décide de cesser son soutien financier à la fin de l'année. Cette maison est menacée parce que le propriétaire, l'assistance publique, nous a annoncé que le 1er janvier 1996, il ne rembourserait plus les frais d'entretien comme il le faisait depuis 5 ans, à hauteur de 120 000 francs par an. C'est pour nous une part très importante de notre budget et nous ne pourrons plus continuer à restaurer, entretenir, accueillir le public dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qu'elle représente cette maison pour vous? Elle représente quelque chose de très émouvant, de très ancien, étant donné que j'y ai joué sur ce gazon quand j'étais petite avec mes cousins et cousines. Personnellement, j'incite mes amis, mes collègues à venir ici également, de façon à pouvoir participer à la sauver. Sur la promenade du bord de Seine, à Médan, les restaurateurs s'inquiètent. Je pense que c'est catastrophique. S'il y a un problème pour la maison d'Émile Zola, quand même, c'est le côté, disons, touristique. La maison d'Émile Zola fêtera son 10e anniversaire en octobre et l'association du musée espère qu'un ou plusieurs mécènes aideront à sauver ce lieu de mémoire. Au siècle dernier, les chasseurs de Marais livraient une véritable course contre la montre pour livrer à Paris le poisson frais pêché dans la Manche. En hommage à ces hommes, cette route du poisson a été ressuscitée voilà 3 ans. En ce moment même, plusieurs équipages participent à cette course entre Boulogne-sur-Mer et Paris. Parmi eux, un équipage Picard, Olivier Chaplet, Gérard Payen. Une marchandise qui ne peut guère attendre, en tout 30 kilos chargés à Boulogne-sur-Mer, une allure soutenue mais lourde, si caractéristique de la race des traits, une attention de tous les instants. Nous sommes à bord de l'unique équipage Picard embarqué dans une aventure au parfum d'un autre âge, celle des chasseurs de Marais du siècle dernier. En hiver, dans des conditions exceptionnelles, de froid, il fallait y aller, parce que de toute façon, il fallait livrer Paris. Oui, non, c'était des hommes, c'était des vrais, c'était des gens qui, effectivement, avaient un très grand honneur à bien faire. Et pour rien au monde, il n'aurait loupé avec son équipage l'occasion de revivre 24 heures de folie, malgré l'ambiance plus proche d'un Paris-Dakar que d'une reconstitution historique. Seul véritable héros de l'histoire, ses chevaux, Boulonnais, Trait du Nord, Cobb et Percheron, changés tous les 15 km, c'est une parade d'honneur pour eux, après avoir si longtemps été délaissés au profit d'une modernisation agraire. C'est aussi une démonstration de réinscription dans la mémoire collective du cheval de trait, du cheval qui de toute façon a baigné notre culture. Et je crois très sincèrement à leur réinscription dans l'ensemble des villages français, auprès du littoral, dans beaucoup de parcs régionaux, ils ont leur place. Actuellement, au tiers du parcours, la nuit sera très longue pour eux et 12 autres attelages avant la délivrance, l'arrivée au port de la capitale. Très bonne fin de soirée. C'est le premier jour de l'automne et déjà situé sur l'Écosse, nous envoie un temps variable à pluvieux qui va de la France à la Pologne et ça devrait malheureusement se gâter dans les 2 jours. Et pourtant, un anticyclone est confortablement installé sur l'Atlantique, mais il a décidé de ne pas nous protéger, de ne pas nous apporter du soleil. Nous voyons tout cela en détail sur les différentes cartes satellites et nous commençons comme chaque jour par l'Europe de l'Ouest. Le ciel sera donc nuageux sur l'Allemagne avec de la pluie sur le Benelux. Le ciel sera variable avec des orages de l'est de la France au nord de l'Italie, accompagnés d'averses de l'Écosse à l'Angleterre. Le reste de l'Europe aura droit à une alternance de ciel variable et d'éclaircies, à l'exception du sud de l'Espagne qui profitera du soleil.
Côté température, il fera demain 18 à Paris, 13 à Glasgow, 21 à Madrid, 27 à Séville, 24 à Lisbonne, 22 à Rome et 17 à Berlin. Le ciel sera variable et sec sur la Russie et de la Pologne au pays tchèque, mais avec des orages de la Bulgarie au nord de la Turquie. Le reste de l'Europe centrale profitera des éclaircies et le Moyen-Orient du grand soleil. Côté température, vous relèverez demain matin sur votre thermomètre 34 degrés au Caire, 30 à Jérusalem, Beyrouth et Damas, 20 à Istanbul, 27 à Athènes et 17 à Sofia. La pluie tombera sur la Norvège alors que le temps sera variable et sec sur la Suède et du sud de la Finlande aux pays baltes. Quelques averses vont perturber le ciel danois tandis que le reste de la Scandinavie profitera des éclaircies. Les températures sont plutôt conformes aux normales saisonnières, d'ailleurs à vous de juger. Vous relèverez demain matin sur votre thermomètre 13 à Copenhague, 15 à Stockholm et Helsinki, 11 à Moscou, 15 à Tallinn, 15 à Riga également et 14 à Vilnius. Et nous passons à l'Afrique. Une bande orageuse dominera du Sénégal au sud du Soudan ainsi que sur la Tunisie. Sur le reste du continent africain, le soleil et de belles éclaircies domineront avec quand même un petit risque d'averse sur la région du Cap. Voici les températures que vous relèverez demain matin. À vous de choisir celle qui vous intéresse. Il fera 23 degrés à Rabat, 29 à Tripoli et 31 à Dakar.